Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ici pour une heure de chat décomplexé avec Len Saï pour le programme ingénieur statisticien. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Ronan Le Saout qui est le directeur des études et Florent Peuzet qui est élève ingénieur et diplômé de Len Saï. Ils attendent vos questions. On commence tout de suite avec le pitch. Vous avez 1 minute chrono, c'est parti. Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui Len Saï, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. C'est une école d'ingénieurs située à Rennes, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle désormais la data science ou la science des données. Les enseignements sont tournés vers les statistiques, les mathématiques appliquées, l'économie, l'informatique. C'est une école où il n'y a pas d'enseignement de physique. Et comme la statistique touche tous les domaines, il y a de nombreuses spécialisations possibles. La santé, l'industrie, la finance, le marketing ou la statistique publique et les politiques publiques. C'est une école en termes de débouchés qui présente 100% de taux d'emploi à la sortie et des salaires environ 10% meilleurs que dans les autres écoles d'ingénieurs. Et enfin, qui présente la particularité d'avoir 2 parcours, un parcours fonctionnaire et un parcours ingénieur. Et vous êtes parfaitement dans les temps, on va passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent ici. Allez la régie, on envoie la première question. Bonjour, j'aimerais savoir quel métier on peut faire après Len Saï, à part statisticien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, à part statisticien, on peut pas faire de la statistique purement la statistique, on peut faire des choses qui sont liées, notamment les personnes qui font une spécialité plutôt finance vont peut-être un peu moins faire de statistiques que les autres. Il est aussi possible de faire un double cursus avec Sciences Po et partir sur du conseil en stratégie. On peut aussi, par exemple, faire du revenu management, donc c'est une discipline qui est plus orientée marketing, pricing, détermination de prix. Et tout ça, ça utilise quand même la donnée? Tout ça, ça utilise la donnée. C'est juste qu'après, les outils qui seront utilisés ne sont pas forcément des statistiques. Par exemple, le montant qu'on a sur son compte bancaire, on ne va peut-être pas forcément utiliser des statistiques pour travailler dessus. Mais c'est vrai qu'on utilise toujours des données. Pourtant, quand on va à Len Saï, a priori, c'est pour devenir statisticien, non? Mais statisticien, ça renvoie aussi à une diversité de métiers. C'est ce qui était dit par Florence, c'est-à-dire que ça peut être dans le marketing, ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'industrie. Et finalement, si on veut donner des exemples un peu concrets, ça peut être tout ce qui est essais cliniques dans le domaine de la santé, évaluer les effets de médicaments, ça peut être évaluer l'effet de politiques publiques, que ce soit dans les secteurs de l'emploi, de l'énergie, de l'environnement. Ça peut être évaluer l'effet de la promotion de produits en marketing. Donc, le terme de statisticien, il cache aussi ce terme qui est peut-être un petit peu dur en première approche. Il cache finalement une diversité de métiers. Et la statistique, ce n'est pas uniquement calculer des statistiques. C'est avant tout faire parler la donnée. Donc, c'est-à-dire que la donnée, on dit souvent que c'est un actif, actuellement un actif un peu stratégique pour les entreprises, de plus en plus du moins. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas tellement la donnée qui est importante, c'est ce qu'on en fait et quelle capacité on a d'utiliser en fait la science pour analyser ces données. Et donc le métier de statisticien, c'est vraiment le métier d'analyse de la donnée. Alors tout à l'heure, je disais, Florent, tu es tout juste diplômé de Len Saï. Est-ce que tu es statisticien actuellement? Je suis... c'est compliqué à dire parce que les dénominations changent beaucoup. Je suis data scientist dans mon entreprise, mais j'utilise tous les jours des outils statistiques. Donc, on peut dire oui que je suis statisticien. Et tu travailles dans quelle entreprise? Je travaille chez Lincoln, une société de services qui est spécialisée dans les statistiques, l'analyse de données quantitatives dans tous les domaines, de l'industrie, le marketing, plein de domaines. Ouais. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. ISUP ou NSAI? Donc c'est une question effectivement qui renvoie au choix d'écoles entre différentes écoles de statistiques qui existent en France. Donc l'ISUP, qui est une école de statistique qui est associée à une université parisienne et qui est spécialisée dans différents domaines de la statistique, notamment l'actuariat, donc les assurances. Concernant le choix entre différentes écoles, ça peut être l'ISUP, ça peut être l'NSAE, ça peut être l'NSAI, il faut avoir en tête que des domaines dans lesquels on veut se former, si on veut faire par exemple de la santé, du machine learning, de la data science,
L'ENSAI a été un peu précurseur et a été l'école qui a été historiquement spécialisée dans ce domaine. L'ISUP, par contre, présente aussi d'autres spécialités qui sont intéressantes, par exemple en assurance. En assurance, si les gens sont intéressés par le domaine de l'assurance, on ne forme pas l'ENSAI effectivement au diplôme d'actuaire. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux choisir l'ISUP, voire l'ENSAE pour ceux qui ont la possibilité de faire l'ENSAE. Florent, toi, tu t'es posé cette question-là? Pas du tout. Je me suis dit que l'INSAI allait m'ouvrir beaucoup plus de portes, avec aussi plus de possibilités de réorientation. Si jamais ça ne me plaisait pas, je pouvais aller à Sciences Po, à l'ENSAE. Il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités, donc c'est vrai que ça ne m'est pas venu à l'idée ne serait-ce que de postuler à l'ISUP. Ok, mais tu as réfléchi quand même à ces différentes écoles? Oui, j'avais réfléchi, mais pour moi, l'ENSAI permettait de se donner un peu plus de temps pour choisir vers où on voulait spécialiser. Pourquoi ça? Parce que l'ISUP, c'est spécialisé surtout dans l'assurance, alors que l'ENSAI a l'avantage de pouvoir ouvrir des portes dans d'autres secteurs, le secteur financier, les banques, mais aussi une grande variété de secteurs que l'ISUP ne permettait, de mon point de vue, ne permettait pas d'ouvrir. En fait. Et l'ENSAI a le titre d'école d'ingénieur. Donc effectivement, le statut d'ingénieur qui peut être obtenu à la sortie de l'ENSAI, qui à ma connaissance ce n'est pas le cas pour l'ISUP. Donc on a le statut d'ingénieur, on a le diplôme d'un ingénieur à la sortie? À la sortie de l'ENSAI. À la sortie de l'ENSAI. Quel niveau en maths faut-il avoir pour survivre à l'ENSAI? Alors, l'ENSAI recrute sur plein de types de profils. Évidemment, il ne faut pas avoir trop peur des maths pour entrer à l'ENSAI parce que les statistiques, c'est quand même des maths appliquées. Donc, il faut... Quel niveau en maths? Il faut être bon en maths, il faut apprécier les maths. Après, il y a quand même deux grosses épreuves de maths au concours, si je ne m'abuse, avec un gros coef 8. Au concours maths physique, au concours après prépa maths physique, en effet, il y a deux épreuves de maths. En effet, ça a une grande importance, mais... Toi, par exemple, tu as fait une classe prépa? Ouais. Tu avais quel niveau en prépa? Tu étais dans les top 5 de ta promo, premier tiers? J'étais dans une très bonne prépa et j'étais plutôt dans les derniers. Okay. Et j'ai eu sans souci l'ENSAI. Voilà. Okay. Mais... Et une fois qu'on y rentre, est-ce qu'on passe encore un niveau au-dessus après les maths made in prépa? Non. Les maths de prépa sont bien plus dures que les maths de l'ENSAI. Ok. Donc ça va. Ouais, ça va, il n'y a pas de souci. Quand on est admis, il n'y a pas de souci. Je dirais que en fait, la question, ce qu'il faut se poser, c'est pas quel niveau il faut pour survivre à l'ENSAI que pour entrer à l'ENSAI. Oui, c'est ça. Puisque ce qui est nécessaire, c'est effectivement pour entrer à l'ENSAI, c'est d'avoir un bon niveau en mathématiques. Après, une fois que les gens que les gens sont sélectionnés pour entrer à l'ENSAI et par le biais d'un concours ou d'admission sur titre, ils ont tous le niveau pour réussir la scolarité. Et il n'y a a priori pas d'échec lié au niveau en mathématiques des élèves. Et les maths chez vous, ça prend quelle forme? C'est pas des maths fondamentales, je suppose? Il y a un aspect de sciences mathématiques. Donc il y a des mathématiques fondamentales, notamment en première année, en théorie des probabilités, où sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a des mathématiques fondamentales. Après, il y a beaucoup de projets qui sont associés aux matières fondamentales pour mettre en application les enseignements fondamentaux avec des questions concrètes et aussi l'intervention de professionnels dans le cursus. Donc à la fois, il y a cette double formation, à la fois de connaissances scientifiques fondamentales et de formation professionnalisante avec l'intervention de professionnels extérieurs. Allez-y. Je m'intéresse au marketing, on m'a dit qu'il était possible d'en faire à l'ENSAI. Pourriez-vous m'en dire plus sur les débouchés dans le secteur? Alors toi qui disais qu'il y avait une foultitude de débouchés, c'est l'occasion de le prouver. Oui, alors en marketing, oui, il y a il y a pas mal de choses possibles. On peut faire du revenu management, c'est-à-dire déterminer le prix qu'il faut mettre sur un produit. En marketing, après on a du marketing quantitatif qui est plus, on va avoir par exemple une campagne publicitaire et on veut voir de manière quantitative avec des chiffres si cette campagne a fait son effet.
Donc il y a ce genre de travaux qui sont possibles. Ok. Et le marketing, c'est quoi? C'est une spécialisation, une option qu'on va choisir dans le programme? C'est une spécialisation de 3e année, donc il y a pour les élèves ingénieurs, il y a 6 possibilités de spécialisation en 3e année, dont une qui est donc le marketing et le revenu management. C'est actuellement la filière qui est effectivement la plus demandée. Avec la particularité aussi pour l'ENSAI d'avoir finalement ce côté revenu management, hein, c'est vraiment la fixation des prix, par exemple des chambres d'hôtel, des billets de train, des billets d'avion. En fait, on voit que les prix peuvent être différents selon le temps restant avant la vente ou le moment où le consommateur qui achète. Donc c'est à cause de vos diplômés que les billets de train augmentent, baissent, les billets d'avion aussi, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? À cause des personnes qui les achètent, mais oui, tout à fait, oui. Non, après, par contre, l'ENSAI présente la caractéristique d'être la seule qui est vraiment spécialisée en marketing dit quantitatif, qui utilise des données et avoir une spécialisation en revenu management. Donc c'est vraiment la grosse distinction avec d'autres formations en marketing, c'est ce lien entre le marketing, donc l'effet de promotion, de différentes questions marketing assez classiques, avec l'utilisation des données. Et donc on se spécialise à l'ENSAI? On choisit une spécialisation? Oui, c'est ça, en 3e année. Oui, en 3e année. Alors le choix se fait durant la 2e année pour les élèves ingénieurs, où ils ont des choix effectués de spécialisation. Et ils définissent un ordre de préférence. Et au vu de leurs résultats scolaires, de leurs vœux, ils suivent une spécialisation en 3e année avec donc 6 filières hein, qui sont le marketing, la gestion des risques en ingénierie financière, l'économie de la santé et des territoires, la biostatistique, les statistiques et l'ingénierie de données, donc la filière informatique, et j'en ai oublié une. La mienne. Génie statistique, donc une filière transversale. C'est ça. Et donc vous dites en fonction des vœux et des résultats scolaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à 100% d'obtenir la spécialisation qu'on a choisie au final? On n'est pas complètement sûr d'obtenir, c'est-à-dire que par exemple la filière marketing qui est très demandée, il peut y avoir 1 ou 2 élèves qui n'auraient pas leur spécialisation, mais ça reste relativement rare. C'est-à-dire que comme les affectations se font en fonction des vœux des élèves, généralement tout un ensemble, la centaine d'élèves ingénieurs qui sont présents à l'ENSAI ne demandent pas tous la filière marketing. Donc il y a des cas marginaux où les élèves n'ont pas directement leur premier choix de spécialisation, mais dans ce cas-là il y a un échange avec les élèves hein, pour que leur parcours, leur souhait professionnel s'accorde avec leur choix de spécialisation. Des fois aussi, on peut éventuellement réorienter un élève qui aurait eu des mauvais résultats dans certaines matières, par exemple en informatique, et qui voudrait faire une spécialisation en informatique. On en discute avec lui, on fait un suivi presque individualisé pour lui permettre de satisfaire au mieux ses vœux. Ok. Bonjour. En tant qu'élève ingénieur, peut-on faire un double diplôme à l'étranger? Est-ce que la procédure est sélective? Alors, effectivement, on a des possibilités de double diplôme à l'étranger à l'ENSAI, donc avec notamment des universités allemandes, Mannheim par exemple, avec Rotterdam aussi. Donc ça, c'est les doubles diplômes qui existent à l'étranger. Il y a une procédure effectivement qui est sélective, hein, qui est sur dossier, une présélection par l'ENSAI, et ensuite il y a un jury qui se réunit, sachant que c'est sélectif, mais les élèves qui candidatent à ce type de double diplôme sont généralement de bons élèves, donc la plupart sont reçus, et ça reste un nombre d'élèves, de 1 ou 2 élèves par an qui font ce type de double diplôme. Donc ça, vous avez 2 doubles diplômes et 1 ou 2 élèves par an qui font… 3, en fait, il y en a 2 en Allemagne et 1 à Rotterdam, et un dernier, non, et un autre en Angleterre à Southampton. Donc vous avez une place en gros par double diplôme? C'est pas limité, donc après, c'est selon les vœux des élèves. Il n'y a pas de limite, en termes de place, mais il n'y a pas non plus tous les ans 10 élèves qui veulent aller dans ce type de double diplôme, sachant qu'une autre possibilité, c'est de se créer son double diplôme. C'est-à-dire que des élèves qui seraient par exemple intéressés par une formation au Canada en data science, en big data, peuvent candidater à cette formation à l'étranger. Et la direction des études de l'ENSAI analyse si cette formation est d'un niveau équivalent à la 3e année de l'ENSAI. Et donc dans ce cadre-là, on établit une convention avec l'élève lui disant qu'il peut faire un double diplôme ENSAI et la formation qu'il a trouvée par lui-même
à l'étranger. Ok, et ça remplace la 3e année? Et ça remplace la 3e année. C'est le cas aussi pour vos autres doubles diplômes dont vous parliez, les 3 doubles diplômes à l'étranger remplacent la 3e année à l'ENSAI? Ça remplace la 3e année. Donc pour les doubles diplômes qui sont créés par les élèves, ce qu'on demande aux élèves, c'est par contre de revenir faire leur soutenance de stage à l'ENSAI pour s'assurer que de la qualité du stage et de la formation qu'ils ont acquis en dehors de l'ENSAI. Donc ça, c'est des choses qui se discutent avec les élèves de manière aussi également assez individualisée pour finalement, si un élève a une volonté de faire un parcours particulier, qu'il puisse le faire. Ok, alors on va faire une petite pause dans les questions et on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur école et à chaque mot, un argument. C'est à vous maintenant. Merci. Le premier mot, c'est data science. Alors pourquoi data science? Ça renvoie à deux choses. C'est que la science des données, c'est d'abord et avant tout une science. Donc on a besoin, en fait, pour analyser au mieux les données, de mobiliser des connaissances scientifiques. Et le deuxième point, c'est que c'est aussi les données sont devenues quelque chose de très important dans les entreprises. Et, d'un terme de statisticien avant qui était un petit peu difficile des fois à prononcer, voire attention, les 3 mots max, c'est un mot, une phrase normalement. Donc, bon. Et donc c'est devenu un terme très à la mode, data science. Ok, donc data science, votre premier mot. Deuxième mot. Diversité, pour la diversité des profils qui viennent à l'ENSAI et la diversité des débouchés qu'on y retrouve à la sortie. Ok, donc diversité. Et votre troisième et dernier mot? Taille humaine, c'est pour dire qu'à l'ENSAI, il y a environ 150 élèves par promotion et donc on assure un suivi presque individualisé des élèves. Donc il n'y a que Florent qui a respecté les 3 mots max. Taille humaine, data science, ça fait 4 mots, mais allez, je vous l'accorde. On peut enchaîner avec les questions. En entrant à l'ENSAI, on va voir des chiffres toute la journée, où on ne fait pas que ça. Alors oui, quand on est statisticien, on voit quand même pas mal de chiffres toute la journée. Après, à l'ENSAI, il y a une formation qui est quand même très orientée. Enfin, on nous apprend à écrire des beaux rapports, à écrire des bons dossiers. Donc, ceux qui ont un peu aussi la fibre littéraire s'y retrouvent bien. C'est vrai ça? C'est vrai. Il y a des littéraires qui s'y retrouvent à l'ENSAI au milieu de tous ces chiffres? Par exemple, on a des étudiants en prépa BL, donc une prépa littéraire, où ils font quand même des maths. Et donc oui, ils ont un très bon profil parce que d'un, ils savent analyser des chiffres et de deux, ils savent écrire des beaux rapports. Et voilà. Okay. Ça fait très bon. Donc on peut exercer sa plume en écrivant des rapports à l'ENSAI. Exactement. Je ne savais pas, mais écoutez, j'apprends quelque chose. Par exemple, pour donner un exemple concret de mobilisation de compétences hors sciences dures, cette année, on a mis en place à l'ENSAI en première année, donc aux élèves qui rentrent cette année en première année, un nouveau projet statistique. Donc, l'idée, effectivement, c'est de mobiliser des compétences, on va dire, dures en statistique, mais auxquelles on associe un cours de gestion de projet et un cours de technique rédactionnelle, justement pour apprendre aux gens à mieux communiquer et à utiliser d'autres types de compétences que les seules connaissances, les compétences scientifiques. Alors, je ne sais pas dans quel sens était la question. J'allais vous poser cette question-là, donc je vous laisse lire la suivante. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire partie d'une association pendant le programme? Voilà, parce que peut-être que la question était aussi, est-ce qu'on passe le nez, est-ce qu'on passe ces journées le nez dans les chiffres? Peut-être qu'on fait autre chose que les cours aussi. Oui, bien sûr, il y a plein d'associations à l'ENSAI. Donc tous les classiques, BDE, BDA, Bureau des sports, Bureau des élèves, Bureau des arts. Et après, il y a les petites associations de l'ENSAI qui se créent et qui viennent. En ce moment, il y a une association qui est très populaire, c'est un club cafette, on appelle ça l'ENSAI Junior Restaurant. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que 2 midis par semaine, en général, ils préparent des burgers, des panini, des sandwichs, etc. Et ça, en quoi ça forme à devenir un bon statisticien? Après, ça peut être bien de savoir gérer un peu une association, avoir des compétences de gestion. Je pense que c'est quelque chose qui aussi intéresse l'ENSAI. Je crois que l'ENSAI, d'ailleurs, essaye de plus en plus de motiver les élèves à créer une association, à s'impliquer dans la vie associative. Parce que il me semble que maintenant vous reconnaissez que ça... On valorise effectivement... Oui, voilà. Mais ça veut dire quoi valoriser? Valoriser, il y a deux choses, c'est qu'on peut obtenir ce qu'on appelle des points de bonification dans la moyenne, donc jusqu'à 0,5 points selon l'investissement qu'on a dans les associations. Et on peut aussi être dispensé d'un cours dit d'ouverture
en établissant un rapport décrivant l'activité, les activités associatives qu'on a conduites pendant un semestre. Donc ça fait plusieurs années qu'on a mis ça en place pour valoriser justement l'engagement des étudiants dans la vie associative de l'école. Voilà, parce que ça nous semble important pour acquérir d'autres types de compétences. Justement. Alors très brièvement, c'est quoi votre événement associatif préféré à tous les deux? Je ne vais pas poser la question qu'à Florent, parce qu'en tant que directeur des études, j'imagine que vous voyez passer pas mal d'événements aussi. Mon événement associatif préféré, on va dire, un qui n'a pas eu lieu tous les ans, mais qui a eu lieu l'année dernière, c'est une association qui a créé qui a organisé un grand congrès. La junior entreprise de l'NCI a organisé un grand congrès. Et il y avait toutes les junior entreprises de Bretagne, en gros, qui sont venues à l'NCI. Et l'association CAFET de l'NCI a fait des burgers pour tout le monde. Et c'était marrant, c'était une communion entre toutes les associations, c'était vraiment sympa. Autour d'un burger. Autour d'un burger, exactement. Okay. Et pour vous? Je dois avouer que moi, quand je suis arrivé à l'NCI, il y a maintenant un an, j'ai été effectivement surpris par l'NCI Junior Restauration et la possibilité que les élèves en fait, fassent des sandwichs, etc. Et donc, décidément, ça vous marque. Et j'avoue effectivement moi-même en profiter et aller parfois en fait, profiter de la restauration donc cuisinée par les élèves. Ok. Bon, très bien. Je vous laisse enchaîner avec la question suivante. Qui sont les profs qui enseignent à l'NCI? J'ai aussi une question difficile pour toi. Les cours sont-ils intéressants? Alors, les profs qui enseignent à l'NCI, souvent, c'est des docteurs en statistiques. Donc, ils connaissent plein de choses en stats. Il y a aussi des économistes, des docteurs en économie. C'est principalement, et aussi quelques docteurs en informatique. Donc, des enseignants-chercheurs. Voilà, des enseignants-chercheurs. Et est-ce que les cours sont intéressants? Moi, je les ai trouvés, j'ai adoré mon cursus à l'NCI, je me suis éclaté. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu? Parce qu'en fait, je me retrouvais bien dans le profil de l'NCI, c'est-à-dire il y avait une partie maths, que je suis très matheux, il y a une partie un peu info, parce qu'il faut savoir coder des choses, il faut savoir utiliser des langages statistiques pour pouvoir coder une moyenne, une médiane rapidement. Donc ça, la partie info aussi me plaisait beaucoup. Et il y avait la partie un peu littéraire dont on parlait avant. J'aimais bien aussi l'idée d'être un peu rédacteur. Tout t'a plu? Vraiment, là, j'ai pas... Bon, il doit y avoir un cours par-ci par-là qui n'a pas dû me plaire, mais on va dire dans la structure, il y a très peu de cours que je n'ai pas aimé, je crois. Ouais. Okay. Par rapport aux profs, il y a uniquement des enseignants-chercheurs ou est-ce que vous avez aussi des intervenants extérieurs qui viennent du monde de l'entreprise? Effectivement, je pense que c'est important à souligner. C'est vrai que dans les 2 premières années du cursus, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui donnent les enseignements, ce qui permet aussi sur les enseignements fondamentaux d'interagir directement avec les élèves. Par contre, dans les filières de spécialisation, donc en 3e année, il y a beaucoup d'intervenants, il y a près de 400 intervenants extérieurs qui interviennent chaque année à l'NCI pour faire le lien donc, entre la sphère académique et la sphère professionnelle. Ok. Est-ce qu'il y a des résidences réservées aux étudiants de l'NCI sur le campus de Kerlan? Non. Il y a des résidences sur le campus, en effet, mais elles ne sont pas réservées aux étudiants de l'NCI. Il y a d'autres écoles sur le campus, heureusement. Et, du coup, vous logez où? Moi, j'ai logé sur une des résidences du campus. Elles ne sont pas réservées, hein, mais tout le monde peut y loger. Donc, mon voisin, il était dans une école à côté, il était à l'ENS. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe quand on débarque et qu'on n'est pas de la région? Est-ce qu'on est placé dans une résidence? Comment ça se passe? Non, on contacte les résidences, on les appelle, on va visiter, comme si vous louiez un appartement en fait. Ok. Voilà. Et le campus de Kerlan, c'est loin de Rennes? Alors, en bus, parce que le bus fait vraiment beaucoup d'arrêts, ça prend 25 minutes je dirais. En voiture, un quart d'heure et en TER, 10 minutes peut-être moins. Et du coup, quand vous sortez à Rennes ou vous sortez sur le campus directement? Ça dépend si on se fait si on sort juste entre NCI, quelquefois on va peut-être pas s'embêter à aller jusqu'à Rennes, mais après ça nous arrive aussi d'y aller. Enfin, c'est un peu comme si on veut aller au ciné, on va plutôt à Rennes. Mais il se passe des choses sur le campus ou c'est genre le campus et quand on sort on va à Rennes parce qu'il ne se passe rien ici? Il y a quand même pas mal d'écoles, il n'y a pas que l'NCI, il y a l'ENS, une école d'ostéopathie, il y a vraiment plein d'écoles. Et il y a un BDE qui est le BDE du campus en fait, qui organise des soirées avec tous les étudiants du campus. Et donc ce qui crée un peu une communauté, qui donne de l'ambiance. Voilà. Ok. Bonjour, j'ai un M1 de mathématiques appliquées et je suis intéressé par les admissions sur titre à l'NCI. Que faut-il faire pour être admis?
Concernant les admissions sur titre, donc effectivement, il y a une quinzaine de places réservées pour les admissions sur titre licence ou M1 chaque année en mathématiques, économie ou informatique. Il faut postuler sur le site de l'ENSAI, où donc l'admission sur titre ouvre à partir dans quelques semaines ou quelques mois selon les modes d'admission sur titre, remplir un dossier en ligne et ensuite il y a une sélection sur dossier qui s'opère en premier lieu et après un entretien qui a lieu à l'ENSAI. Alors la sélection sur dossier, qu'est-ce que vous prenez en compte pour votre sélection ? Sur la sélection sur dossier, c'est principalement les résultats académiques. Il faut une moyenne, il y a une moyenne minimum à obtenir ? On ne peut pas dire qu'il y a une moyenne minimum à obtenir, tout simplement parce qu'on regarde aussi de quelle université proviennent les étudiants. On a quand même en tête qu'il y a des différences, les moyennes en tant que telles, selon les universités, peuvent s'interpréter de différentes manières. Et globalement, on a quand même des étudiants de toute la France qui candidatent à l'ENSAI. Et donc, on essaye de prendre en compte, de tenir au mieux. On ne peut pas dire qu'il y a une moyenne, en tout cas, de minimum à atteindre. Alors, peut-être je vais poser ma question différemment. Le ratio candidat admis sur les AST est de combien ? Là, cette année, on avait à peu près 90-100 dossiers sur l'admission sur titre licence et master. Il y a eu une trentaine de personnes auditionnées et une vingtaine de personnes classées. Classé, c'est-à-dire que vous admettez au sein de l'ENSAI ? Qu'on classe ou bien sur liste principale ou bien sur liste d'attente, mais sachant que cette année, on a appelé effectivement l'ensemble des personnes sur liste d'attente. Donc à peu près 20% en fait, de taux d'admission. Et quand on débarque en tant qu'admis sur titre, comment on s'intègre au reste de la promo ? Alors j'ai pas été admis sur titre, mais alors comment ils sont intégrés ? Alors déjà, certains viennent à plusieurs, certains viennent, connaissent déjà des personnes. Le monde de la statistique est quand même petit. Souvent, c'est des personnes qui ont fait un petit bout de scolarité avec d'autres personnes qui sont arrivées en première année à l'ENSAI. Donc, il n'y a pas de... en général, ça se passe très bien et ils participent au week-end d'intégration comme tout le monde. Ok, vous arrivez tous en même temps. C'est ça. Il y a quelle proportion dans une promotion d'AST, quelle proportion d'anciens prépa, grosso modo ? Alors, les admis sur titre, ce n'est pas que les élèves issus de licence et de master. Il y a aussi des admis sur titre des écoles étrangères, par exemple. Donc, en tout, ça va faire à peu près plus les admis sur titre issus des IUT STID. Donc, il va y avoir une quarantaine d'élèves à peu près par promotion sur 150 élèves. Et certains sont admis en première année, d'autres en deuxième année. Donc, ceux qui sont admis en première année, je pense que l'intégration est exactement la même que pour les autres élèves. Pour ceux qui sont admis en deuxième année, effectivement, ils ont des petits cours de rattrapage, plus après, ils peuvent participer aux activités associatives proposées par les élèves. Quelles opportunités de travailler dans la finance avec l'ENSAI ? Après l'ENSAI, l'ENSAI, c'est la voie royale pour faire du risque de crédit. Donc, et je crois que cette année, il y avait vraiment beaucoup de monde qui ont pu travailler dans le risque de crédit. Après, je connais pas en détail tous les domaines de la finance dans lesquels les étudiants vont. Mais en gros, le risque de crédit, de quoi s'agit-il ? Le risque de crédit, alors c'est par exemple si vous avez quelqu'un qui veut faire un prêt, il faut arriver à modéliser le risque qu'il a de faire défaut, de ne pas pouvoir réussir à payer, et créer des modèles qui permettent de prédire ça de manière précise, demande quelques outils d'analyse de données. Et ça ressemble beaucoup à l'actuariat dont on parlait tout à l'heure à propos des SUP, non ? Pas tout à fait, parce que pour redécrire l'exemple qui vient d'être donné, c'est le questionnaire. Quand vous demandez un crédit, on vous demande de remplir un questionnaire. Et à partir des questions que vous remplissez, il peut y avoir un petit modèle statistique qui est associé. Et les étudiants, une question auquel peuvent répondre des étudiants qui font la filière gestion des risques, c'est travailler sur ce modèle statistique pour savoir si on accepte ou on rejette le crédit. L'assurance, ça va plutôt être, c'est différent, c'est de calculer par exemple le montant des primes d'assurance, ce genre de choses. Donc c'est d'autres questions. Donc ici, à l'ENSAI, on est en particulier spécialisé pas en trading par exemple, ou en finance de marché, mais on va plutôt être spécialisé en ce qu'on appelle effectivement gestion des risques bancaires. Ok. Alors on est à la moitié du live, et vous savez ce que ça signifie ? Oh oui, c'est la mort subite. Vont-ils tirer le meilleur ou le pire ? Réponse tout de suite. À toi Florent.
Alors, sur quoi es-tu tombé? Pire souvenir. Pire souvenir, pas de bol. Pire souvenir. Toi qui disais que tout était beau, Tout était beau, rose. tout était bien. Et le pire souvenir, c'était... oh là là. Je pense que c'était... à la base, je suis des régions parisiennes. Je suis arrivé, il n'y avait personne sur le campus, parce que c'était fin août, il me semble. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y avait un problème dans une station d'épuration un peu plus loin. Et je suis arrivé, ça sentait mauvais, j'avais l'impression d'être dans un trou perdu. Donc c'était mon premier jour en fait finalement, quand je suis venu m'installer. Donc ton pire souvenir c'est ton premier Mon jour. tout premier jour, ouais, mon tout premier jour. Et après ça s'est passé un petit peu mieux? Bah oui, après je me suis... Bah déjà, il y avait la station d'épuration à régler son problème. Et après, tout le monde est arrivé sur le campus, j'étais plus tout seul, enfin, il y avait tous mes camarades, etc. Ok. Bon, bah ça va. Ouais, Ça s'est amélioré. Alors du coup, tu vas laisser ta place à une de tes camarades donc, qui, elle, a fait le côté public de la formation. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et Ronan, je vous laisse passer à la question suivante. Est-ce qu'on travaille forcément à l'INSEE si on rentre en tant qu'attaché statisticien? Alors c'est une très bonne question puisque cette année, on a justement décidé de changer dans nos plaquettes de communication le terme pour communiquer sur le métier d'attaché statisticien et d'employer le terme de statisticien public pour montrer justement que ce grade, finalement, qui est le grade dans la fonction publique d'attaché statisticien, il cache une diversité de métiers, en termes de lieu de travail. Donc ça peut être l'INSEE, mais ça peut être aussi l'ensemble des ministères tels que l'emploi, la santé, l'environnement, où il y a des services statistiques. Donc on peut travailler dans bien d'autres ministères et dans bien d'autres directions que l'INSEE. Et on peut aussi travailler dans d'autres institutions, la Banque de France, voire pour certains dans des institutions européennes type Eurostat, etc. à plus long terme. Okay. Donc il y a une grande diversité du métier de statisticien public. Alors du coup, nous a rejoint Marie Salah. Bonjour à toi. Bonjour. Donc tu es attachée statisticienne auprès de l'INSEE pour le coup. En quoi consiste ton métier justement puisqu'on en parle? Alors justement je ne travaille pas à l'INSEE même, donc ça permet de répondre aussi à la question. Là je travaille au Commissariat général à l'égalité des territoires et je m'occupe notamment de fournir des chiffres et des commentaires sur la situation des quartiers prioritaires. Donc voilà les quartiers qui sont caractérisés par des poches de pauvreté. Donc on est une équipe de statisticiens pour travailler sur le sujet. Ok, et donc tu es diplômée de l'INSEE depuis combien de temps? De l'INSEE. De l'ENSAI depuis combien de temps? Je suis sortie de l'ENSAI en 2012 et j'ai suivi mon master de statistique publique en formation continue que j'obtiens cette année. Ok, je vous laisse enchaîner avec les questions. Est-on assuré d'avoir un poste à la sortie de l'école en choisissant la filière publique? Alors, si vous terminez votre scolarité, oui. C'est-à-dire qu'il y a des postes pour tout le monde, pour les statisticiens publics. Et il y a même généralement pas mal de choix dans les postes. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'avoir un poste qui nous plaît. C'est-à-dire qu'il y a des postes à la fois dans l'informatique, la statistique pure, méthodologie, dans les études, que ce qu'elles soient sociales, économiques. Et comment ça se passe? On est classé comme dans d'autres écoles de la fonction publique? Alors non, en fait on a une liste de postes qu'on étudie et ensuite on demande des entretiens avec les responsables des divisions concernées et ensuite on est classé par les responsables, c'est-à-dire que ce n'est pas le classement à l'école si les choses sont toujours d'actualité. Vous confirmez, c'est toujours ça? Oui, non, il n'y a pas de... effectivement, le classement à l'école n'intervient pas. Il y a vraiment un choix. Les élèves sont assurés de trouver un poste. Par contre, c'est parmi une liste. Il y a tout un ensemble de postes proposés et les élèves doivent candidater, faire un CV, effectivement, faire des entretiens. Donc, effectivement, il y a une part de choix de leur part sur les postes qu'ils vont occuper par la suite. Une part de choix, mais est-ce qu'on peut quand même être envoyé à l'autre bout de la France sans espoir de mutation avant 3, 4, 5 ans? On peut, ce qui est probable, c'est que si on veut avoir un poste à Paris, on aura un poste à Paris. Il n'y a pas de difficulté à avoir un poste en région parisienne. Si on veut avoir un poste dans une autre région que Paris, il y a des directions régionales qui existent à l'INSEE et dans d'autres ministères. C'est possible. Par contre, les postes sont des fois plus difficiles à obtenir, notamment dès la sortie de l'école. Donc il n'y a pas d'assurance d'avoir une localisation en dehors de Paris directement. Ok. Bonjour Madame Salah, donc apparemment c'est pour moi. Utilisez-vous beaucoup les méthodes d'enquête? Pouvez-vous nous parler de la coopération entre le CGET et un enseignant-chercheur de l'ENSAI spécialiste en sondage?
Alors c'est hyper précis comme question. Je pense qu'il y en a qui ont cherché mon profil sur Je pense aussi. On va peut-être commencer par la première partie de la question, les méthodes d'enquête. Oui, j'utilise les méthodes d'enquête. C'est globalement tout ce qui est nécessaire à tirer un échantillon pour avoir des résultats qui sont fiables à l'échelle de l'ensemble de la population. Et une fois qu'on a ces résultats, de faire des redressements. Enfin, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais voilà, c'est comment avoir des résultats à une échelle globale quand on n'a que des échantillons pour avoir des résultats. Et ça, c'est une technique qui t'a été enseignée à l'ENSAI? Tout à fait, oui. J'ai eu des cours dessus à l'ENSAI. Ok. Et pour la deuxième partie de la question? Alors ça, c'est vraiment lié à mon emploi, c'est-à-dire que pour ces travaux méthodologiques qui sont quand même un peu pointus, on a passé une convention avec un enseignant-chercheur qui travaille à l'ENSAI et qui m'épaule en fait pour les travaux de redressement et qui lui-même poursuit un peu ce que je fais au travail. Donc les enseignants-chercheurs, ils cherchent, mais ils cherchent aussi en entreprise en fait. Tout à l'heure, on voyait ça un peu comme une dichotomie entre d'un côté la recherche et les enseignants-chercheurs qui ne sortent pas de leur tour d'ivoire et de l'autre côté les intervenants professionnels qui sont plus proches de l'entreprise. Est-ce que c'est si scindé que ça entre les deux? Pas du tout. Hein. Effectivement, il y a des liens entre les enseignants-chercheurs et les directions publiques ou les entreprises privées. Donc il y a des partenariats qui peuvent être faits avec l'INSEE ou avec d'autres directions publiques. Mais il y a aussi du conseil en entreprise qui est possible via une sorte d'entreprise qui est associée aux écoles qui s'appelle DataStorm. Donc il y a aussi parfois des enseignants-chercheurs qui font du conseil aux entreprises au sein de l'ENSAI. Qu'est-ce que ça apporte à vos étudiants? À nos étudiants, il faut avoir à la fois la présence d'enseignants-chercheurs au sein de l'école est évidemment fondamentale pour acquérir les bases scientifiques, les connaissances fondamentales. Par contre, il faut garder ce lien opérationnel avec le monde de l'entreprise, qu'il soit public ou privé. Donc le fait qu'il y ait des liens aussi des enseignants-chercheurs sur du conseil, ça permet qu'eux-mêmes gardent évidemment ce lien. Il y a un intérêt pour les entreprises, ils apportent leur expertise, et il y a aussi un intérêt pour nos étudiants puisqu'ils peuvent aussi faire usage des exemples qu'ils ont en tête dans leurs cours. Ok. Est-on payé pendant sa scolarité à l'ENSAI en tant qu'attaché statisticien? La réponse est oui. Donc pendant les 2 principales années de formation, le salaire est d'environ 1 550 € brut par mois. Donc on est payé pendant 2 ans? Pendant 2 ans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on continue à être payé. Mais mieux. On est lié à la fonction publique pendant un certain nombre d'années, comme ça se fait parfois? Oui, on est lié pendant 6 ans après la sortie de l'école à occuper un poste au sein un poste de fonctionnaire après la sortie de l'école. Okay. On est payé en début de carrière, environ 30 000 € brut en début de carrière. Ok. Et si avant la fin des 6 années que je dois à la fonction publique, je décide de changer d'avis et de partir vers le privé, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Alors on peut se mettre, si on a décidé de démissionner de la fonction publique avant la fin de la période d'engagement, il faut rembourser une partie de la scolarité qui a été rémunérée. Il y a aussi possibilité actuellement de se mettre en disponibilité de la fonction publique pendant quelques années et de revenir ensuite par la suite. Donc finir sa période d'engagement plus tard. Il faut avoir une passion de la fonction publique pour s'y épanouir? Je pense qu'il faut avoir un sens du service public dans le sens où notre but c'est de donner des chiffres fiables pour alimenter le débat public et qu'il soit produit de manière indépendante. Et ça fait partie vraiment de notre métier. Après, voilà, on suit globalement les mêmes cours que les ingénieurs, etc. En termes de théorie, ça reste quelque chose de scientifique qui ne diffère pas selon notre cursus. Mais oui, je pense qu'il faut avoir un sens du service public pour être statisticien public. Okay. Est-ce que les élèves fonctionnaires peuvent aussi faire un échange à l'étranger? Et si oui, combien de temps au maximum? Alors, je peux répondre. Actuellement, effectivement, il n'y a pas de possibilité de faire d'échange avec l'étranger. Alors, on y travaille, que ce soit en 3e année ou en 2e année. En 3e année, à travers le master d'e-évaluation et décision publique, qui est accessible aux élèves fonctionnaires. Par contre, en 1re année, donc, les élèves ont la possibilité de faire un stage. Dans la sphère d'à peu près 2 mois dans la sphère publique. Et il y a possibilité de faire un stage dans les instituts européens de statistique. Et depuis cette année, on ouvre la possibilité aussi de faire un stage à Statistique Canada.
Ok, donc on peut aller à Bruxelles ou au Canada? Pas à Bruxelles, en l'occurrence, c'est dans les instituts européens, donc ça va être dans les pays, ça peut être en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, dans des pays européens, c'est pas à Bruxelles. Ok, donc ce système d'échange, est-ce que c'est pas préjudiciable à vos étudiants, le fait de ne pas y accéder alors qu'ils vont se lancer dans la chose publique? Parler anglais, avoir l'occasion d'avoir un peu touché du doigt l'étranger, ça peut être utile quand on veut travailler dans le public? Non, complètement. Il y a une demande des étudiants pour qu'on diversifie la formation pour intégrer plus cette dimension internationale. Alors bien sûr, ils ont les mêmes cours d'anglais que les autres étudiants. Comme je le disais, ils ont possibilité de faire des stages à l'étranger, mais effectivement, actuellement, il n'y a pas cette possibilité de cursus à l'étranger. Okay. On y travaille, mais effectivement, c'est un point auquel ils n'ont pas accès pour l'instant. Donc je vous repose la question dans 1 ou 2 ans. Exactement. Ça marche. Ouais. On enchaîne avec la question suivante. Y a-t-il un réseau d'anciens au sein de l'NSAI? Peut-on rencontrer des personnes en poste pour avoir plusieurs retours sur expérience? Alors sur les réseaux d'anciens, il y a une association d'anciens élèves qui s'appelle l'NSAI Alumni. Ils ont un site internet, c'est nsai.org. Ils organisent, alors c'est surtout à Paris, des soirées un peu conviviales pour qu'on se retrouve entre anciens. Un petit peu convivial? Non, enfin convivial quoi. Et aussi des conférences sur des thèmes comme... alors le dernier c'était Big Data et enjeux juridiques, enfin des choses voilà, ça, plus sérieuses. Tout de suite, ouais. Et donc voilà, il y a ces 2 types d'événements. On a fêté les 20 ans de l'NSAI l'an dernier à Paris aussi, où il y avait 600 personnes je crois, enfin, c'était un gros événement. Toi qui es une ancienne entre guillemets de l'NSAI, est-ce que tu te rends à ces événements? Est-ce que c'est vraiment un réseau qui est actif et qui lie les anciens? Oui, c'est un réseau qui est actif. En plus, quand on est membre de l'association des anciens, on a accès à des offres d'emploi qui mettent sur leur site, etc. Il y a vraiment un réseau qui est vivant. Donc toi, est-ce que tu t'en es servi à un moment donné dans ta carrière de ce réseau? Alors moi, en tant que fonctionnaire, comme on en a parlé, je choisis mes postes sur des listes, etc. Je connais mes camarades de promotion qui me disent leur ressenti quand ils ont travaillé à tel endroit ou tel autre. Donc oui, ça peut le bouche à oreille m'aide. Ok. Au niveau de rencontrer, je crois que la deuxième partie de la question, c'était sur rencontrer des anciens en poste. Est-ce que quelqu'un qui voudrait parler à des anciens, bon là en l'occurrence tu es là, mais peut-être par téléphone, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vous pouvez les mettre en contact? Est-ce qu'il y a un groupe où il peut trouver des numéros? Je pense qu'il peut déjà contacter effectivement l'NSAI. Alors à l'NSAI même, il y a tout un ensemble d'anciens. Moi-même, je suis ancien élève de l'NSAI. Donc, oui, mais vous n'êtes pas très impartial. Non, je ne suis pas très impartial, effectivement. Mais après, on peut mettre, effectivement, quand il y a des demandes de contact qui nous sont adressées via le service de communication de l'NSAI, on transmet évidemment en interne à l'NSAI si besoin, mais sinon on peut aussi transférer la demande à l'association des anciens avec qui on a des contacts directement et qui peuvent éclairer certaines demandes. Okay. Et comme il a été dit, il y a aussi des événements qui sont organisés par l'association des anciens, qui sont détaillés sur leur site, auxquels des personnes intéressées pourraient aussi participer si besoin. Okay. Bonjour, quelles évolutions de carrière peut-on envisager dans le public avec le diplôme de l'NSAI? Merci d'avance. Alors, il y a 2 questions dans la question, j'ai envie de dire, c'est-à-dire si on a un diplôme d'ingénieur, on peut bien entendu travailler dans la sphère publique en tant que statisticien. Il y a des postes de contractuels en fait dans la fonction publique qui existent. Ok, donc ça c'est pour ceux qui ont fait la formation privée, on va dire, la formation d'ingénieur. Oui. Et donc ensuite, pour les attachés de l'INSEE, donc les statisticiens publics, ils ont une évolution de carrière, disons qu'ils ont c'est une carrière de la fonction publique, donc notamment leur rémunération avance avec leur ancienneté. Et ils ont la possibilité de passer des concours après pour passer des grades suivants. Donc il y a une vraie progression de carrière dans la fonction publique. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo en quoi ça peut consister? Voilà, je suis jeune diplômée de l'NSAI, je suis attachée statisticienne. À 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à quoi je pourrais m'attendre éventuellement? Alors donc déjà, on prend un premier poste à la sortie de l'école. On est incité à changer de poste tous les 3 ans. En fait, c'est la position de l'INSEE pour pouvoir, ça c'est pour les 2 premiers postes, pour pouvoir justement voir des environnements différents. On est même incité à aller ailleurs qu'à la direction générale de l'INSEE, par exemple, aller dans les ministères, aller dans les directions régionales. Donc en fait, on n'est pas cantonné à un poste toute sa vie, c'est-à-dire qu'on change de poste et on prend des responsabilités aussi avec l'ancienneté, c'est-à-dire que
on peut être amené à encadrer une équipe, alors peut-être pas en premier poste, hein, mais en troisième, quatrième poste, c'est des choses qui sont fréquentes. Et du coup, à 10 ans de carrière, à quel type de poste on peut arriver quand on est dans le public? Alors en région, on peut encadrer une équipe de taille conséquente. Après, à Paris, dans les administrations centrales, c'est peut-être un peu différent. On peut rester méthodologue si on veut, 10 ans après être sorti de l'école ou être chargé d'études. Et quand tu dis en région, ça serait dans quel type d'institution par exemple? Alors c'est surtout les directions régionales de l'INSEE, mais il y a aussi des services statistiques ministériels déconcentrés. Je pense à, je ne sais pas si ça parle, mais la directe pour l'emploi et l'activité économique, ce genre de choses. Donc c'est des services de l'État qui sont déconcentrés dans chaque région. Et rassurez-nous, on n'a pas besoin de connaître par cœur l'intitulé de tous ces postes avant de postuler à l'ENSAI? Non, il n'y a pas de... En fait, effectivement, les acronymes sont souvent difficiles à se mémoriser, à les comprendre. Effectivement, et c'est pour ça qu'il vaut mieux employer le terme de statisticien public et dire qu'on peut travailler dans beaucoup d'endroits et qu'une carrière de statisticien public, c'est comme une carrière d'ingénieur, ça ne va pas être quelque chose de linéaire. C'est pas on prend un poste puis un deuxième avec des contenus très proches, ça va vraiment être des choses qui peuvent être très différentes et avec la possibilité aussi d'évoluer vers effectivement des positions de management, de positions vers des statuts dits d'administrateurs qui vont être des statuts de hauts fonctionnaires, ce genre de position. Donc il y a aussi une diversité de carrières possibles en tant que fonctionnaire, bien sûr. Votre future école a-t-elle de l'humour? Pour le savoir, on passe à la question décalée. La question décalée, je vous laisse la lire. La data, c'est la version sexy des statistiques. Mais entre nous, c'est un peu la même chose, non? Alors, littéralement non, puisque data, ça veut juste dire données. Et statistiques, c'est vraiment... c'est ce qu'on fait avec la donnée. Mais alors, est-ce que c'est la même chose? Statistique, c'est pas la même chose que données. La donnée, c'est ce à partir de quoi on fait des statistiques. Ok, donc c'est le matériau brut. C'est ça, oui. Quand, un relevé de compte, c'est un peu de la data, quoi. C'est n'importe quoi qui contient des données, enfin des chiffres, ça peut être considéré comme de la data, et même pas que des chiffres, du texte, c'est de la data. Aujourd'hui, on fait des analyses à partir d'articles de journaux, des choses comme ça, et ça, c'est considéré comme de la data. Ok, donc quand on sort de l'ENSAI, on peut faire de la statistique avec des lettres au lieu de le faire avec des chiffres, c'est ce que tu dis. On peut faire de l'analyse textuelle, oui. Ouais, ça, notamment dans tout ce qui est les développements big data, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. C'est aussi des images, enfin voilà, data, c'est pas que des statistiques, quoi, c'est beaucoup plus large. Alors, sur le côté sexy des statistiques, tout à l'heure, vous disiez que vous essayez aussi de changer la vision que les gens avaient de l'attaché statisticien. C'est vrai que le terme ne fait pas super envie dit comme ça. Ça peut être sexy, la statistique? La statistique publique? La statistique publique et la statistique privée? Sexy, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, ça peut être un métier, en tout cas, ça peut être un métier passionnant, effectivement, auquel on fait beaucoup de choses. On peut travailler dans différents domaines, interagir avec plein de monde. Et c'est vrai que c'est ce qui vient d'être dit avec ces nouvelles technologies, ce qu'on appelle le big data, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, ça permet vraiment d'envisager de répondre à plein de nouvelles questions, effectivement, à partir de données de texte, à partir de données issues d'Internet, à partir de... Finalement, c'est toutes les... quand on utilise un téléphone portable, c'est de se dire est-ce qu'on peut faire des statistiques à partir de l'usage qu'on a de son téléphone, sur la mobilité des personnes. Il y a plein de nouvelles questions auxquelles on peut répondre comme ça. Et donc, si on est un peu friand de ces nouvelles technologies, ça devient vite un métier passionnant. Alors, sexy, je ne sais pas, mais passionnant en tout cas, c'est sûr. C'est déjà bien. Ouais. Marie, du coup, toi, quelle est la chose qui te plaît le plus dans ton métier? Les gens que je rencontre, parce que là je travaille avec des chercheurs, avec des élus locaux, avec des associations qui sont sur le terrain et vraiment, et mes collègues c'est des géographes, des sociologues, également des statisticiens, des géomaticiens. En fait, quand on est statisticien, on traduit les chiffres à une multitude de gens et on les fait parler. Et ça, c'est vraiment, ça m'enrichit moi aussi, quoi, de rencontrer ces gens qui n'ont pas du tout la même vision que moi des choses. Mais moi, je leur expose ma vision des choses, ils m'exposent la leur et c'est vraiment chouette. Donc, tu passes pas tes journées sur un ordinateur à faire des tableaux Excel, en fait? Alors, je passe du temps sur un ordinateur quand même. Alors, pas vraiment avec Excel, avec d'autres logiciels. Mais non,
il y a aussi toute une partie de communication, d'être sûr que les gens comprennent les chiffres. Enfin, on ne va pas balancer des pourcentages et laisser les gens se débrouiller avec. L'idée aussi, quand on est statisticien, et surtout statisticien public, c'est de faire en sorte qu'ils soient remis dans leur contexte. Et donc voilà, mon métier aujourd'hui me permet de faire ça. Ok. Quelle est la différence entre l'NCI et l'NCE? Les débouchés sont-ils au même niveau? Alors l'NCI et l'NCE, c'est deux écoles de statistiques qui font partie du même groupe d'écoles. Donc c'est deux écoles qui sont quand même proches, puisqu'on a des liens privilégiés entre l'NCI et l'NCE. Il y a aussi un double diplôme qui existe entre l'NCI et l'NCE, donc il y a la possibilité pour les élèves ingénieurs de candidater à l'admission sur titre à l'NCE et donc de faire un double diplôme NCI et NCE. Et donc effectivement en termes de débouchés, les débouchés sont différentes en termes tout d'abord de métier, c'est-à-dire que l'NCE va par exemple former au métier de l'assurance, l'actuariat, dont on a parlé tout à l'heure, et aussi au métier de la finance de marché, par exemple. Okay. Et après, effectivement, les débouchés à la sortie sont meilleurs à l'NCE qu'à l'NCI en termes de progression de début de carrière. C'est pour ça que vous offrez un double diplôme? On offre un double diplôme parce que pour diversifier, on avait des étudiants de l'NCI, on le disait tout à l'heure, qui voulaient s'orienter vers les métiers de l'assurance et on n'offre pas directement cette possibilité à l'NCI. Donc pour répondre à c'est plus pour répondre à la demande de projets professionnels particuliers des étudiants qu'on a créé ce double diplôme. Et après, il y a aussi un aspect de synergie entre écoles qui sont d'un même groupe d'écoles pour créer des liens entre nos étudiants et entre nos écoles. Et si je veux faire ce double diplôme, est-ce qu'il y a une sélection ? Alors là, effectivement, il y a une sélection qui est assez importante, c'est-à-dire qu'il faut être dans les premiers de promotion à l'NCI pour envisager de faire le double diplôme avec l'NCE. Okay. Donc le top 5 de la promo, par exemple ? Top 5 ou top 10, c'est toujours difficile de définir parce qu'il y a aussi la motivation qui va rentrer en compte. Mais grosso modo, il faut vraiment le haut du panier. Il faut être dans les premiers de la promotion. Ok. Et vous en prenez combien chaque année qui font le double diplôme ? Chaque année, il y en a à peu près 3 qui vont à l'NCE en double diplôme. Sur combien de candidats ? Sur l'année dernière, il y en avait 5 à peu près. Ok. Donc voilà. Donc après, il y a beaucoup sur deux tout de même. Effectivement, mais les personnes qui candidatent sont toutes de très bon niveau. Donc c'est les 5 premiers. Pas forcément, mais parce qu'il y a aussi des élèves de l'NCI qui désirent rester à l'NCI, qui ont un projet professionnel cohérent, évidemment, avec les filières de spécialisation de 3e année, parce que je pense que c'est vraiment le plus important. C'est au-delà de la renommée respective des différentes écoles. Ce qui est intéressant, c'est de créer son projet professionnel pendant ces années de formation, découvrir un peu ses préférences et de voir quelle filière de spécialisation on veut s'orienter, vers laquelle on veut s'orienter. Ok. Bonjour, j'aimerais savoir si les statistiques sont plutôt dans le domaine du concret ou de l'abstrait. Ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, on traite de choses assez concrètes, c'est-à-dire que quand je vais parler de chiffres de la statistique publique, mais quand on voit un taux de pauvreté ou un taux d'inflation, concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté ou que dans votre panier de biens que vous consommez, il va coûter plus cher que l'an passé. Donc, c'est des choses très concrètes. Après, on utilise des méthodes pour arriver à ces chiffres qui sont plutôt de l'ordre des statistiques, qui sont des mathématiques, donc des méthodes abstraites pour y aboutir. Donc c'est un peu un mélange des deux. C'est la croisée des chemins, les statistiques ? Moi, je pense que c'est vraiment la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. On traite de questions très concrètes, mais en mobilisant des connaissances qui sont des fois fondamentales et qui peuvent être abstraites. Et il faut savoir raisonner dans l'abstrait quand même ? Au quotidien, pour traiter de questions statistiques concrètes, pas toujours, parce qu'effectivement, il y a des questions très concrètes qui peuvent être demandées, de calculer un indicateur, un taux d'emploi, par exemple, etc. Par contre, après, pour calculer des choses comme la précision des statistiques, donc savoir si on se dit c'est 8%, mais est-ce que c'est compris, ça peut être compris, par exemple, entre 7,5% et 9%. Pour calculer ça, bien que ça paraisse très simple, là, il faut faire un petit peu preuve d'abstraction et de mobiliser des connaissances mathématiques. Et les cours en eux-mêmes, alors on parle de statistiques depuis tout à l'heure, abstrait, concret. Les cours, c'est des cours de statistiques. J'imagine que tous les cours ne s'appellent pas tous statistiques. Comment ça se découpe? Comment ça se définit? Alors, dans le programme, on va dire dans les 2 premières années de formation, donc avant la spécialisation, on va y avoir à peu près la moitié des cours qui sont des cours de mathématiques ou de statistiques, d'un niveau théorique ou fondamental plus ou moins avancé. Il y a un quart des cours qui vont être de l'économie. Alors l'économie, la modélisation économique,
Donc d'essayer de comprendre que les données économiques qu'on utilise, finalement, elles proviennent pas d'une part, elles proviennent de comportements humains. Et il faut essayer de comprendre finalement comment fonctionne l'humain pour pouvoir utiliser ce type de données. Et le dernier quart, ça va être des enseignements d'informatique pour pouvoir utiliser avec des langages informatiques particuliers les données. Et même si ça fait plus de 100%, il y a aussi des cours d'ouverture qui existent, qui visent à diversifier les compétences de nos étudiants, des cours d'ouverture qui peuvent être en philosophie, en sociologie, en cinéma, etc., qui visent justement à ouvrir nos étudiants aussi à d'autres domaines. Okay. Actuellement, en classe préparatoire MP, je voudrais savoir si tout ce que j'apprends, au niveau des matières scientifiques du moins, ne me servira pas. Alors, continue à travailler tes maths quand même. Alors, je n'ai pas fait de classe préparatoire MP. Moi, je viens d'une prépa littéraire. Mais alors, à ma connaissance, la physique ou la chimie, ça ne sert plus à partir de l'entrée à l'ENSAI. Et d'ailleurs, pas mal de mes camarades n'étaient pas forcément très friands de physique, mais ce n'est pas forcément le cas de tous. Après, il faut de bonnes bases en mathématiques. Disons qu'on va repartir de base en mathématiques à l'ENSAI, donc voilà, il ne faut pas être allergique aux maths. On peut jeter la chimie et la physique, mais on garde les maths. Moi, c'est mon point de vue. Effectivement, on n'a pas d'enseignement de physique pour les élèves qui viennent de classe préparatoire mathématiques à l'ENSAI. Après, la physique, c'est aussi un raisonnement, donc ça permet d'acquérir la démarche scientifique qu'on acquiert en faisant de la physique, on va la conserver après, évidemment, à l'ENSAI. Mais effectivement, on ne fera plus d'enseignement de physique pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'appétence pour la physique, et plus pour les mathématiques. Et effectivement aussi les matières littéraires, parce qu'on le répétera jamais assez, mais c'est important aussi de savoir communiquer. Si les gens aiment les mathématiques et les matières littéraires, ils peuvent venir à l'ENSAI. Et toi qui as fait une prépa littéraire, donc c'était BL je suppose, oui. Tu avais encore des maths. Le niveau en maths, comment tu l'as trouvé? C'était pas si difficile que ça, parce qu'en fait le programme de maths en BL, il est quand même assez poussé sur tout ce qui est probabilité statistique, ce qui était... du coup on n'arrivait pas avec un retard énorme par rapport à ceux qui venaient d'un concours maths. Et il faut savoir qu'au premier semestre de première année, on a des cours de rattrapage en fait en maths fondamentales, pendant que ceux qui viennent d'un concours maths ont des cours de rattrapage en économie. Donc non, j'ai pas ressenti de lacunes profondes que j'arrivais pas à combler. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. Bonjour, pouvez-vous me parler de la journée porte ouverte? Merci. C'est quand la journée porte ouverte? La journée porte ouverte, alors de mémoire, ça doit être le 18 novembre la prochaine, il y en a une autre en mars. Alors, il est possible que je me trompe légèrement sur la date, mais en tout cas, si ce n'est pas le 18 novembre, c'est en novembre et en mars. Voilà, c'est en novembre et en mars. Il faut s'inscrire à l'avance ou on peut débarquer? Non, l'école est ouverte de 10h à 16h. Et il y a donc l'ensemble de l'équipe pédagogique et de la scolarité qui est présente à l'école pour accueillir les étudiants qui souhaitent poser des questions sur l'ENSAI et aussi visiter l'école. Parce que quand on vient visiter l'école, on est aussi surpris parce que c'est une belle école. Je dirais que l'école a 20 ans et elle a une architecture en forme de compas, pour ceux qui regarderaient en fait sur le site, donc qui est en lien avec les mathématiques. Et donc c'est aussi un cadre, quand les gens viennent visiter l'école, c'est au-delà des enseignements qu'ils reçoivent, je pense que c'est aussi un cadre de travail très agréable. Ok, alors ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais je vais vous laisser un petit plaisir avant la fin, c'est la chouchoute. Vous avez eu pas mal de questions pendant cette heure de live, mais laquelle avez-vous préférée? Alors, moi, c'était une des premières questions sur savoir si en tant que statisticien, on faisait, alors je répète peut-être mal la question, que de la statistique. Ah, ici, on avait la tête dans les chiffres, je ne sais plus comment c'était formulé. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette question, c'est que justement, ça cache la diversité du métier et que finalement, la conclusion, moi, que j'ai envie de dire aux étudiants qui voudraient intégrer l'ENSAI, c'est que finalement, vous ferez beaucoup, en tant que statisticien, il y a une diversité des métiers qui est possible et de domaines d'application, et donc que ça reste, cette diversité crée de métiers et puis de gens avec qui on peut interagir, crée un métier qui est passionnant. Marie? Alors, je pense que c'était la même question à laquelle on pensait, c'était qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de l'ENSAI à part statisticien, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, ça renvoie pas mal à la vision que j'avais moi-même d'un statisticien avant de passer les concours de la statistique publique. Et c'est vrai que c'est pas du tout le monde fermé et vraiment purement mathématique qu'on peut imaginer. Donc
Voilà, c'est vraiment un monde beaucoup plus ouvert. Et il n'y a rien qu'à lire quelques publications de l'INSEE ou de boîtes privées qui utilisent des chiffres, mais qui les font parler. Super. Et merci à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Merci, au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.